blablabla. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de la parole A, le format talk du comptoir des éleveurs où on se pose tranquille avec un invité, une invitée et on lui laisse complètement la parole. Et aujourd'hui, eh bien, la parole elle va être accordée à Anne Godard qui est avec nous. Bonjour Anne. Bonjour Jonathan. Merci Anne de nous parler à la fois de tes projets et à la fois d'un concept qu'on va découvrir, The Shift Project, dans quelques instants et c'est passionnant. Anne, tu as toi-même une expérience dans l'élevage et presque une double expérience parce qu'il y a d'abord eu une première vie et là une seconde qui s'installe, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, j'ai été éleveuse en ovin viande et en sélection pendant 8 ans. Et la ferme n'a pas perduré et là je suis à nouveau porteuse de projet sur un nouveau projet en ovin viande, pas sur le même secteur, mais toujours en ovin allaitant, voilà, avec cette fois une composante un peu plus pastorale. Et à la base pas du tout, pas forcément issue du milieu agricole. Ben non, effectivement, mes parents n'étaient pas du tout agriculteurs. Alors mes grands-parents oui, mais je n'ai pas connu la ferme. C'est vraiment par le hasard qu'on m'a orientée en lycée agricole en études et que j'ai poursuivi du coup toute ma formation en lycée agricole et que j'ai eu envie de m'installer. C'était pas une question de vocation dans les temps petites ou une question de fibre, c'est venu au fil du temps. Oui, c'est vraiment une construction et au hasard des rencontres et et c'est vraiment chouette en fait parce que ça permet j'apprécie le réseau agricole en fait, c'est une des composantes qui me motive à rester dans ce milieu-là. En tant qu'éleveuse, tu as un double objectif économique et écologique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de comment tu construis ça, toi, au sein de ton exploitation ? Comment tu veux développer ça ? Oui, alors effectivement, pour moi, être éleveuse, ça veut dire produire de l'alimentation pour d'autres, mais pouvoir en vivre. Donc il y a l'aspect économique. Et en même temps, le fait de travailler avec de l'eau vivant, pour moi, ça s'inscrit dans un environnement naturel. Et donc c'est important d'en tenir compte, y compris dans les contraintes vers lesquelles on va, que ce soit climatique ou les contraintes biodiversité, etc. Et de concilier les deux, en fait, et que ça soit aussi quelque chose qui soit un peu exemplaire pour les voisins, les collègues, tout en étant rentable, quoi, et que ça parle à la société. En fait, il y a quand même un projet sociétal derrière au niveau agricole. Alors, on va voir un petit peu les petites consignes que tu t'imposes pour arriver à cet objectif-là. Je vais les annoncer et puis tu me les commentes. Par exemple, réduire l'apport d'intrants. Oui, comment on fait et comment toi tu t'y prends ? Voilà, donc les intrants en élevage, ça va être tout ce qui va être apport pour le fourrage, puisque là c'était élevage à l'herbe, mais c'est aussi alimentaire pour l'alimentation des animaux, mais ça peut être le bâtiment, le machinisme, etc., toute cette fourniture. Et finalement, de ce que j'ai pu échanger avec des collègues, c'est que moins on apporte, plus on est autonome sur la ferme, et plus en fait on est économe, et plus en fait on arrive à avoir un meilleur revenu. Il y a aussi une démarche défi. Ça fait partie des petites choses que tu veux développer. Oui, moi j'aime bien effectivement relever des challenges et alors c'est à la fois sur le côté environnemental et comme j'ai évoqué tout à l'heure le côté sociétal, j'aime bien que mes animaux soient aussi un bon média pour communiquer avec la société. On est dans une société qui aime bien les animaux de compagnie, donc là c'est utiliser les animaux d'élevage, de rente comme média pour parler avec la population autour. Et donc comme ma première ferme était en périurbain, voilà, j'avais toute une composante vocation, on va dire, pastorale, c'était un grand mot, mais en tout cas d'éco-pâturage avec des déplacements sur la route. Et là, ça permettait d'échanger avec les voisins déjà, et puis les personnes de passage sur ce que c'est que l'élevage animal à vocation de production de viande. Et en même temps, comment on s'inscrit dans notre environnement, qu'il soit périurbain ou environnement naturel. Allez, j'en donne une petite dernière parce qu'il y en aurait plein à citer. Limiter les bâtiments. Oui, alors effectivement, un bâtiment c'est important déjà pour l'éleveur parce que c'est un certain confort. Les animaux, ils ont l'habitude d'être dehors, comme la faune sauvage. Finalement, si on leur apporte des abris naturels, ça leur suffit. Et ce que j'ai pu voir, parce que j'ai été dans une exploitation qui était un petit peu compliquée économiquement, c'est que je me suis posé la question, est-ce que finalement je mets en place un bâtiment donc au début ça a été contrainte, j'ai pas pu le mettre en place, et après réflexion, je me suis aperçue que le plein
scanner intégral, et ben ça fonctionne bien. Les animaux, eux, sont bien. Et que si j'avais monté par la suite un bâtiment, si je pouvais me le permettre, le bâtiment, il faut le faire tourner. Donc ça veut dire achat de paille ou de fourrage, si on ne peut pas tout faire. Et même fabriquer du fourrage, ça a un coût. Et ensuite, achat d'aliments, parce que quand il n'y a pas l'herbe à côté, ça veut dire qu'il faut acheter des aliments. Donc voilà. Donc il y a une contrainte économique, mais du coup aussi écologique, parce que si on n'a pas de bâtiment et qu'on n'a pas toute cette chaîne de mécanisation qui en découle, au niveau carbone, par exemple, on produit moins de carbone. Anne, on va faire un petit jeu, on va faire le jeu des sigles. Je vais te présenter plusieurs sigles successivement, à toi de les deviner, et une fois que tu les auras reconnus, de nous les commenter assez rapidement. Okay, alors le premier, ça marche. Le voici. PAT, c'est quoi? PAT, alors pour moi c'est projet alimentaire territorial. Bonne réponse. Voilà, effectivement. Projets alimentaires territoriaux sont souvent portés par des collectivités et ont pour objectif de reterritorialiser l'alimentation. Donc vocation, filière courte, mais aussi de faire réseau autour de l'alimentation, même donc dans des filières longues, mais de permettre une sortie sur le territoire plutôt que ça parte ailleurs et que ça revienne ensuite sur le territoire. Et pourquoi toi ça te parle spécifiquement? Alors moi ça me parle particulièrement puisque pendant 2 ans j'ai animé un projet alimentaire territorial sur la communauté de communes du Pays de la Palisse. Voilà, donc faire démarrer dans l'Allier et c'est passionnant parce qu'on met en réseau que ça va du producteur au consommateur en passant par le transformateur, les industries agroalimentaires aussi éventuellement et c'est vraiment chouette en fait, déjà juste de pouvoir faire des échanges. Alors je t'en donne un peut-être un peu plus dur. PTEF. Alors il est plus long et comme ça je dirais le plan de transformation de l'économie française. Ça fait 2 points. Voilà. Donc c'est un plan de transformation qui a été écrit par The Shift Project, le think tank de monsieur Jean Covici, dont il est président, mais qui est un espèce de réflexion qui émerge de questionnement des grandes entreprises françaises pour avoir une vocation sur la décarbonation. Et je finis avec, je pense, le plus facile pour toi. TSP. Et TSP, The Shift Project, l'anglicisme effectivement pour cet espace de réflexion. Voilà. The Shift Project, justement, parlons-en. C'est quoi l'intérêt et les objectifs de ce think tank? Et surtout, comment toi tu es devenue shifteuse, que tu as intégré ce projet? Alors le Shift Project, c'est donc comme j'ai dit, c'est un espèce de réflexion, think tank en anglais, mais je trouve que ça parle mieux en français pour tout le monde. L'idée c'était que des grandes entreprises françaises savent qu'il faut décarboner la société et y compris leurs propres entreprises, mais finalement il manquait de ressources pour le faire. Donc ils ont souhaité qu'il y ait un endroit où pouvaient consulter des experts là-dessus, se retrouver, échanger, etc. Donc c'est devenu le Shift Project, qui est une association qui regroupe maintenant une 30aine de salariés et font intervenir des experts sur certains sujets, donc qui peuvent être la mobilité, la santé, le sport par exemple, ouais. Et cette année l'agriculture et l'année prochaine l'alimentation. J'ajouterai aussi la mobilité quotidienne, les énergies fossiles, c'est très très vaste et ça concerne vraiment notre quotidien à tous. Et là justement quand j'ai commencé à m'intéresser au Shift Project, j'ai entendu parler, ils vont faire un rapport sur l'agriculture. Donc je me suis dit, moi, agricultrice, j'essaie de mettre en place des bonnes pratiques, bilan carbone, ça me parle, bilan énergétique. J'aimerais bien pouvoir faire remonter mon expérience. J'ai aussi quelques connaissances scientifiques, donc pouvoir développer des données, transmettre ces données scientifiques à des experts, mais qui ne sont pas experts en agriculture. Donc je me suis renseignée et c'est là que j'ai découvert l'association des shifters. Donc on est 25 000 en France, donc c'est pas une petite association, c'est quand même une grosse association. Et on a comme vocation effectivement à la fois une vocation descendante dans le sens où on prend l'information du shift et on va le diffuser sur le terrain, mais aussi remontante où on prend les informations du terrain, on les vérifie scientifiquement par les études qui existent déjà dans les différents instituts, l'Institut de l'élevage par exemple, mais ça peut être l'INAPOR, etc. De pouvoir faire remonter ces données scientifiques solides au niveau de l'élevage et au niveau de l'agricole de manière plus générale au Shift Project pour compléter le rapport de l'agriculture. The Shift Project, un think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Voilà comment on le résumerait. On peut être dans une économie agricole 100% zéro carbone? Est-ce que c'est pas une utopie?
Alors en fait, on ne sera pas dans du zéro carbone quand on sait que l'agriculture déjà émet 19% du carbone français et 10% c'est l'élevage. Donc après, ça fait mal à l'entendre. En tant qu'éleveuse, je ne suis pas du tout satisfaite de savoir ça. Mais par contre, on a un gros levier, c'est qu'on est aussi producteur de puits de carbone. Et de la même manière que on consomme des énergies, on est dépendant aux énergies fossiles, pour la mécanisation notamment. Mais par contre, on a l'avantage, c'est de produire aussi de l'énergie, que ce soit de l'énergie biomasse, de l'agrivoltaïsme, du méthane, etc. Et là, sur le carbone, en fait, on a ce paradoxe que les ruminants émettent du méthane, qui est plus par rapport au CO2, mais par contre, qui a une durée de vie qui est beaucoup plus courte que le CO2. Donc, il pose problème, mais à relativiser, et c'est aussi ce qui manquait dans les expertises actuellement. Et en même temps, on est puits de carbone avec tout ce qui est prairie. Hein, c'est vraiment un outil phare. Et bon, bien sûr, les grandes cultures, etc. Mais les prairies permanentes, les landes, etc. C'est vraiment très important pour ce côté zéro carbone, entre guillemets, compensation, on va dire, d'émissions. En tant qu'éleveuse, à quelles difficultés directes tu as pu être confrontée ? Je parle de difficultés qui prouvent que la transition vers cette décarbonation, c'est pas simple. Alors déjà, la prise de conscience, c'est dès mon installation 2014, 2015 sécheresse, faut nourrir, on récolte le foin en juin, en juillet on commence à distribuer du foin. Là, on se dit, si on veut continuer le métier, il va falloir trouver des solutions. Et donc la réflexion, elle se fait là-dessus, c'est comprendre comment on émet du carbone par rapport au changement climatique, comment on peut puiser ce carbone. Et de manière très concrète pour nous sur une ferme, le puits de carbone, c'est ce qui va nous permettre aussi de retenir de l'eau dans nos sols et d'avoir des prairies qui restent plus vertes plus longtemps. Donc ça peut être par exemple par du pâturage régénératif, avec des pâturages tournants dynamiques par exemple, que j'avais pu mettre en place sur ma ferme. Avec The Shift Project, tu es surprise de l'engouement que ça suscite. Tout à l'heure, tu citais le chiffre de 25 000. Oui. 25 000 personnes, alors en tout, que sur l'agriculture ? Non, 25 000, c'est l'association des shifters. Ok. Mais par exemple, sur l'agriculture, il y a eu le webinaire de présentation du rapport intermédiaire d'agriculture en juin et on était 3 000 en ligne. Ça te surprend ou pas ? Oui, et même eux, ils étaient surpris en fait de l'engouement sur l'agriculture. Et ils ont vraiment pu mesurer à quel point, un, l'agriculture intéresse et deux, à quel point c'est complexe. Quand on voit l'impact d'Internet sur les questions environnementales, quand on voit à quel point on peut se mobiliser, on peut rapidement aussi militer, est-ce que tu penses que ça peut aussi qu'Internet peut aussi changer la donne sur les questions agricoles, sur les questions que tu défends? Alors, moi, c'est aussi ce qui m'intéressait dans les shifters et dans le Shift Project, c'est qu'on ne touche pas la même population. Là, clairement, en fait, le Shift Project vise les politiques, le gouvernement, Bruxelles, mais aussi les médias. Et ils ont un impact médiatique qui est supérieur à tout un chacun. Et on le sait bien quand on est éleveur et quand en plus on s'inquiète un petit peu au niveau syndicalisme ou qu'on s'implique dans les différentes filières, que c'est compliqué de se faire entendre sur les grands médias et les plus petits médias. Et chouette pour le comptoir des éleveurs qui est le média alternatif. Merci. Voilà. Le Shift Project, en association avec en partenariat avec l'association The Shifters, a lancé une grande consultation auprès des agriculteurs et des agricultrices au sujet de l'avenir de l'agriculture française. C'est d'ailleurs une consultation là qui prend fin. Le but de cette consultation, c'était quoi? Déjà, on voit sur le sondage qu'il y a énormément de recensement des préoccupations des agriculteurs. C'est presque l'enjeu majeur de cette consultation. Oui, c'est ça. C'est que, a priori, on pouvait se dire que c'était un recensement des bonnes pratiques en élevage, élevage et agriculture de manière générale. Et finalement, non, c'est pas l'angle qui a été choisi par le Shift Project. Là, c'était vraiment une consultation massive, puisque là, on est à 8 000 votes. On aimerait bien atteindre les 10 000 réponses. Donc, c'est d'ici samedi, pas demain. Voilà, il y a encore le temps de répondre aux questionnements. C'était de connaître quel est le rapport, en fait, en tant que producteur à la transition énergétique, à la résilience au climat. C'est-à-dire, est-ce que nous, on met des choses en place? Est-ce qu'on se sent concerné? Est-ce qu'on le subit? Comment on voit le regard des autres sur nous? Et voilà, du coup, c'était peut-être un apport un petit peu plus sociologique, mais qui permet aussi de savoir l'engouement et la motivation et le besoin des agriculteurs pour s'impliquer sur cette transition qui va être nécessaire, notamment à cause de notre dépendance à l'énergie et en fait de pouvoir
adapter la transmission de toutes ces données, puisque ça reste très complexe et très scientifique avec beaucoup de chiffres, donc il faut pouvoir l'apporter jusqu'au terrain, quoi. Sociologique et pas seulement, parce que par exemple dans le sondage, j'ai fait un petit tour dessus, on essaie aussi de recenser les éléments qui peuvent comporter un risque sur les exploitations. Exemple, les plantes invasives, le manque d'eau, la diminution de l'efficacité des produits phyto aussi, on prend ça sous cet angle. Oui, c'est ça, c'est voir aussi chacun à quoi on n'est pas confronté aux mêmes choses selon nos exploitations. Parce que chaque exploitation a son propre environnement, son propre contexte de production. Et donc en fonction de la production, mais aussi du contexte de production, on ne rencontre pas les mêmes problèmes chacun. Et c'est l'intérêt aussi de prendre en compte cette diversité de systèmes. C'est vraiment un point fort du Shift Project, c'est l'approche systémique. Une consultation en ligne pour tout le monde, pour tous les agriculteurs et agricultrices de France, qui prend fin donc ce 5 octobre 2024. On finit avec la petite carte blanche, c'est un peu la tradition avec les invités ici, Anne. L'idée, c'est de laisser les 30 dernières secondes à l'invité pour qu'il nous parle du sujet de son choix. Toi, si tu voulais revenir ou nous évoquer quelque chose, ça serait quoi ? Alors, pour moi, c'est vraiment revenir... on vient de parler de la grande consultation, mais c'est aussi insister sur le rapport du Shift Project, parce qu'il n'est pas terminé, il va paraître définitivement le 28 novembre. Et entre-temps, en fait, là, il est en relecture publique. Et on peut aller consulter les sujets qui nous préoccupent le plus et sur lesquels on se sent plus concerné dans le rapport pour apporter notre pierre à l'édifice et dire ça me paraît super, ou là il manque un peu d'informations, ou là ce levier il me paraît difficilement applicable parce qu'il y a telle ou telle raison. Voilà, donc c'est vraiment aller lire ce rapport qui est en ligne sur le site du Shift Project. On trouve sur le site, ouais. Voilà, on le trouve en ligne, on peut le télécharger facilement et il y a des adresses mail pour... contribuer en fait et donner notre réaction par rapport à ce rapport. Rapport disponible sur le site de The Shift Project. Merci beaucoup Anne Godard d'avoir été avec nous pour cet épisode de La Parole A. Merci beaucoup. Merci Jonathan. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de ce format talk du comptoir des éleveurs, à retrouver également après sur YouTube et sur le site internet. À bientôt pour un nouveau La Parole A. Comptoir des éleveurs.